Professeur Didier Raoult, que pensez-vous des informations contradictoires qui circulent sur le Covid et sur l'IHU? Écoutez, pour mettre les choses en perspective, si vous voulez, nous, on a créé notre chaîne qui s'appelle On a le droit d'être intelligent, parce qu'on pensait que ce qui circulait dans l'information générale était ni toujours exact, ni toujours intelligente. Et que donc, on a décidé de faire notre chaîne pour ceux qui ont envie d'avoir des informations à la source, faites par des gens qui sont des vrais scientifiques, et pas par des gens qui sont excités par le buzz, ou par le scoop, ou par... parce que tout ça ne tient pas à longue échéance, et que d'ailleurs, le journalisme n'est pas fait pour véhiculer des données qui tiennent à longue échéance, mais qui tiennent au jour le jour, comme leur nom l'indique. Et donc, si je vous donne quelques exemples de choses qui justifient le fait qu'on ait ce type d'information, d'abord, je veux dire à tout le monde, je n'ai pas de Facebook, donc tous les Facebook qui ont mon nom sont tous faux par définition. Deuxièmement, c'est très intéressant parce que vous savez, j'ai déjà décrit les pieds nickelés qui font de la science, les Marx Brothers qui font de la science. Là, c'est Ri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald qui font de la science, les petits jeunes. Je ne sais pas très bien de quoi ils parlent, et qui ont expliqué que dans notre première étude, où nous n'avons pas du tout étudié la mortalité, nous n'avons pas considéré que l'hydroxychloroquine changeait la mortalité, parce que personne n'est mort, ni dans le groupe chloroquine, ni dans l'autre, bien entendu, puisque l'objectif de ce travail était de regarder la durée du portage viral. Donc ça fait le buzz, parce que les journalistes ne vérifient rien du tout, parce que les gens disent, tenez, monsieur Raoult connaît, en pratique, si vous voulez, on en est à, je ne sais pas combien, 15 000 personnes qui ont été traitées par l'hydroxychloroquine en continu. On est en train de préparer deux énormes travaux, l'un sur les gens traités en ambulatoire, plus de 11 000 personnes, l'autre sur les patients traités en hospitalisation, et sur les gens qui sont traités en ambulatoire. Vous voyez, sur 11 234 personnes qui ont été traitées en ambulatoire, voilà, ça c'est la mortalité, ça c'est une personne. Et donc, la mortalité concerne essentiellement les gens qui ont plus de 89 ans. D'accord, ça c'est tout en ambulatoire, et ça correspond à 1 pour 1000 des gens qui nous ont soignés ici. Donc on n'est pas prêt d'abandonner, on n'est pas prêt de changer. C'est pareil sur les gens qui sont passés en réanimation après être passés ici en ambulatoire et avoir reçu un traitement. Donc tout ceci est extrêmement faible. C'est de l'ordre de... Au total, 0,2% pour les gens qui sont passés en réanimation. Donc tout ça n'est pas réel, on continue à faire notre travail. Le deuxième bruit qui circule, c'est que c'est en France qu'on aurait séquencé les premiers génomes de ce Covid. C'est pas vrai, bien sûr, c'est les Chinois qui ont fait ça à une vitesse folle. Et il y a un élément, mais je pense que le pays s'en est rendu compte, le président de la République s'en est rendu compte, et qu'il lance un programme d'équipement. La France est profondément sous-équipée. Elle était sous-équipée en termes de radiologie, ça m'a valu les foudres des radiologues quand j'ai dit ça, mais il suffit de regarder le niveau moyen d'équipement de la France à côté des pays riches, qui est beaucoup plus faible que les autres, et elle est très faiblement sous-équipée en séquenceurs. Moi, mon premier séquenceur automatique date de 1992. Et depuis, on n'a pas arrêté à chaque fois d'acheter les séquenceurs les plus nouveaux. Moi, mon ami, l'homme que je respecte le plus en Afrique, qui est Muyembe, qui travaille sur Ebola à Kinshasa, a un séquenceur automatique et il séquence toutes les souches d'Ebola qu'il reçoit directement. Mais il y a plus de la moitié des CHU qui ont fait une enquête qui n'ont pas un séquenceur automatique. Donc l'état d'équipement de ce pays est pitoyable. Et donc, si vous dites, nous, effectivement, on a séquencé tout ce qu'on pouvait séquencer, 30% des bactéries isolées une fois chez l'homme ont été pour la première fois séquencées ici, on séquence tout. Eh bien, il y avait une hostilité en France de la part de microbiologistes qui étaient déterminants dans les prises de décision contre la génomique, et c'est des choses qui se payent pendant des décennies. Donc il est temps de revenir, si vous voulez, à une véritable politique d'équipement. Le niveau des équipements scientifiques dans ce pays, dans le domaine biomédical, est beaucoup trop faible, et en particulier dans les CHU. J'espère que ça se corrigera. Moi, j'avais attiré l'attention il y a 20 ans sur le fait que le niveau d'équipement pour manipuler les bactéries pathogènes était indécent. C'est-à-dire que les gens multipliaient
cultiver les bacilles tuberculeux sur les paillasses ordinaires, on avait des infections dans la tuberculose du personnel technique, ça a changé. C'est une des choses qui a été appliquée après le programme que j'avais fait. Le niveau d'équipement de ce pays, et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire ce qu'on fait à Kinshasa, il faut commencer à vous poser des questions quand même. Donc il est temps de jaillir sur la technique parce que les modifications majeures que nous avons eues sur la prise en charge sont venues, de molécules anciennes, dont l'hydroxychloroquine, dont les antibiotiques, peut-être d'autres comme l'ivermectine, peut-être la cyclosporine, et pas de médicaments nouveaux, et de technologies nouvelles. Comment on détecte la baisse de l'oxygène, comment on détecte les troubles cardiaques, comment on détecte les troubles de la respiration. Ça, c'est de la technologie, et comment on fait de la séquence extrêmement rapidement. Voilà, donc, encore une fois, il faut être attentif. Si nous faisons, une émission hebdomadaire, c'est justement pour essayer de transmettre des choses que nous voyons, que nous analysons. Je rappelle que c'est nous qui publions le plus de très très loin sur le Covid en France, très loin. Les données scientifiques, les autres, je ne veux pas nommer les collègues, mais ils en sont à publier 2 ou 3 fois leurs mêmes études dans des journaux différents. Si vous voulez, on n'est pas là, on n'a même pas publié tout ce qu'on a. On a des difficultés, tellement de données qu'on n'avait pas tous les publiés. Donc, il faut faire attention de ne pas s'emballer à chaque fois qu'il y a un gamin qui dit « Regardez, M. Raoult a dit une bêtise ». Et puis, de toute manière, le sens de la lutte contre cette maladie, c'est pas que j'ai dit ou pas dit une bêtise. Le principe, c'est est-ce qu'on s'organise, est-ce qu'on soigne les gens, est-ce qu'on s'en occupe, est-ce que les décisions sont prises de manière idéologique ou est-ce qu'elles sont prises d'une manière qui est rationnelle, médicale. Et c'est la seule chose qui compte. Voilà. Concernant les variants, qu'est-ce qui explique leur émergence ? Alors, vous voyez sur cette image-là, nous avons représenté, voilà, ça c'est une des protéines très très importantes, qu'on appelle Spike, avec une zone RBD qui est la zone qui vient se coller sur la cellule pour rentrer. C'est la zone sur laquelle les anticorps ou l'immunité vient se mettre. Et donc, vous voyez, on a mis ici toutes les mutations qui sont apparues dans cette zone et qui posent des problèmes, d'une part sur l'activité elle-même du virus et éventuellement sur sa résistance à l'immunité naturelle et peut-être à l'immunité vaccinale. Donc c'est le point chaud de ce virus qui est un point extrêmement important. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour les mutants ? Il y a 2 choses, comme j'ai dit, je vous suggère de regarder le séminaire qui a été fait ici chez nous sur le vison pour vous expliquer pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé, comment c'était en partie évitable, ou au moins ça aurait pu être arrêté plus tôt, puisqu'on a su qu'il y avait une épidémie chez les visons en juin. Et d'autre part, l'autre chose qui est apparue, qui est très intéressante, ça c'est un papier du New England Journal of Medicine, c'est que le remdesivir est un médicament qui est mutagène chez ce virus. C'est-à-dire qu'il introduit des mutations dans ce virus. Et donc, si vous associez... Donc, quoi qu'on raconte, ça ne marche pas. La preuve, ça ne marche pas. Pour savoir si ça ne marche pas, il faut avoir des gens qui ont des virémies chroniques, vous voyez, comme dans le sida ou dans les hépatites. Alors là, si vous mettez... Vous n'avez pas besoin de faire des études en double aveugle. Vous mettez l'antiviral, si ça marche, vous n'avez plus de virus. Voilà. C'est ce qu'on appelle les charges virales. Il n'y a plus de virus. Mais dans cette situation, pour le virus Covid, on n'a pas ça. Généralement, on fait le virus dans le nez, et puis il peut y avoir des réservoirs mal atteints par le traitement, il peut y avoir des gens chez qui ça coule. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a des situations dans lesquelles on a le virus qui persiste comme ça, c'est les gens qui ont des grandes immunodépressions. Et ces gens qui ont des immunodépressions, ils n'ont pas les anticorps, ils n'ont pas l'immunité pour empêcher ça. Et donc, il y a des gens qui ont essayé de les traiter. Et ils ont essayé de les traiter avec soit des anticorps extérieurs, dont le résultat laisse rêveur. Je sais que c'est les Français qui ont fait ça, mais je suis très étonné qu'ils n'aient pas analysé, fait la séquence, mais il semble que personne ne voulait faire de séquence des gens qui étaient encore porteurs en fin de traitement, pour voir s'ils avaient muté. C'est comme mettez les anticorps juste contre la spike,
et que les gens ont encore le virus, peut-être c'est parce qu'ils ont fait des mutations dans le spike. Vous avez sélectionné les mutations. Et avec le remdesivir, c'est très bien, parce que c'est celui qui a été publié ici, il a reçu 4 fois un traitement par le remdesivir qui n'a rien fait à son virus. Donc vous pouvez dire que ça ne marche pas. Bon. Là, on a un modèle de virémie chronique chez l'homme. Vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez sur tout le reste, mais chez l'homme, vous avez même de virémie chronique, vous lui donnez 4 fois, 4 traitements par le remdesivir, ça ne marche pas. Mais ce qui marche, c'est qu'avec le traitement par le remdesivir, alors, vous arrivez, ça c'est les traitements, vous arrivez à générer des mutations dans cette zone de spike, et donc vous arrivez probablement à sélectionner des mutants qui sont résistants maintenant à l'immunité. Et pour peu que vous ayez associé des anticorps spécifiques et quelque chose qui accélère la mutation du virus, vous avez fait apprenti sorcier, vous avez créé un virus qui enfin est résistant aux anticorps et qui va pouvoir se diffuser. Des gens suspectent de ce qui s'est passé avec le mutant anglais. D'accord ? Et donc il faut faire très attention. Cela aurait dû faire partie des critères de pharmacosurveillance, vous voyez, plutôt que de se rendre fou avec l'hydroxychloroquine, qui est prescrite depuis 70 ans sans problème, de dire vous avez plus d'ennuis avec un produit que vous ne connaissez pas qu'avec un produit que vous connaissez et qui a été distribué à 2 milliards de personnes. Le jour où on rentrera ça dans la tête des gens, on aura fait un progrès considérable. Donc, il y a plus d'inconnus, c'est pour ça qu'on a besoin d'un truc intelligent. On a plus d'inconnus avec quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'avec quelque chose qu'on connaît. Ça paraît évident, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ça, il fallait le faire, comme il faut faire ça quand on donne du plasma de convalescent, il faut regarder ce qui se passe et si ça n'induit pas des mutations chez les gens qui ont obtenu ça en créant des monstres dont on ne sait pas ce qu'ils viendront ultérieurement. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et dont je crois qu'il faudra se préoccuper à l'avenir. Et un des éléments, c'est effectivement de se mettre à évaluer systématiquement. On commençait par faire 10 génomes par semaine au moins pour pouvoir regarder ce qui se passait s'il apparaissait des mutants nouveaux. C'est comme ça qu'on a décrit les mutants dont tout le monde au début nous disait que ce n'était pas des mutants parce que les gens ne savent pas, ne font pas les génomes et ils ne savent pas les regarder. Donc c'est un problème. Donc nous, on est en plein mutant 4 pour lequel on a fait là aussi ce qu'on appelle le VARC4. On a fait un test diagnostique qui permet de dire que c'est ça. Il fait encore peut-être 80% des cas que nous avons, quelques autres, et puis bien sûr, avec ce mutant anglais qui est arrivé, sont arrivés des gens qui venaient d'Angleterre. Ce qui est très important, ce qui est une réflexion sur la quarantaine. Moi, j'avais proposé de faire une quarantaine biologique, un papier que j'ai signé d'ailleurs avec le directeur général de la santé, disant il faut faire 2 tests à 7 jours d'intervalle pour savoir si quelqu'un n'est pas contagieux. Parce que quand elle arrive directement, il peut être négatif. Et donc c'est arrivé avec les gens qui sont arrivés d'Angleterre. Leurs 2 premiers tests étaient négatifs, puis ils sont revenus. Il s'est passé toutes sortes d'événements parce que c'était entre Noël et le jour de l'an. Et qu'ils sont revenus juste avant la fermeture de la frontière avec l'Angleterre. Et du coup, effectivement, on a une dizaine de gens qui sont positifs. Mais à cette occasion-là, bien sûr, on a fait le génome. Et puis, on a mis au point une technique qui est maintenant, qu'on va mettre en ligne, que tout le monde pourra reprendre avec une PCR et une sonde, ce qui permet d'avoir ce qu'il y a de plus sensible dans ce que l'on connaît actuellement pour détecter le virus. Après, on pourra toujours le séquencer, mais l'association de sondes avec des amorces permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus spécifique et de beaucoup plus sensible. Et du coup, on a retesté les gens qui étaient arrivés depuis début janvier pour diagnostic et qui n'étaient pas le 4, celui qui circule le plus. Et dedans, on a trouvé 2 Libanais. Et on sait qu'au Liban, maintenant, il y en a qui a beaucoup circulé. On a trouvé quelqu'un qui est allé passer les fêtes à Dubaï. D'accord. Et on a trouvé 2 autres sur lesquels on est en train d'essayer de tracer la source de la contamination. Bien sûr, on a transmis ça à nos autorités et on a mis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent les amorces et les sondes qu'on a mis au point, dont on est très content et dont on donnera les résultats complets de l'évaluation très rapidement. On est en train d'écrire ce papier rapidement. Donc, encore une fois, les outils sont beaucoup plus importants que les verbiages. Donc il faut avoir des outils, il faut analyser les choses. Quand on est dans une situation inconnue, il faut essayer d'augmenter sa connaissance plutôt que de dire des bêtises. Là, c'était une autre bêtise
Alors, je me fiche un peu de ce que les gens racontent, mais enfin j'étais ennuyé que la Société de pathologie infectieuse de langue française me traite de charlatan, et du coup ils font des questions-réponses sur leur site, et je ne sais pas si c'est Riri, Fifi et Loulou qui répondent là aussi, mais il y a quelqu'un qui leur a dit, est-ce que l'ARN messager du vaccin peut être transformé en ADN et intégré dans le génome? Ils ont dit, mais non, c'est impossible, puisque on sait très bien qu'il y a un flux continu ADN, ARN et protéines chez les hommes, et il n'y a pas de transcriptase inverse comme les virus, ce qu'il faut. Et on sait ça depuis 1989, c'est-à-dire ça fait 32 ans qu'il y a une réponse à ça, que les gens qui répondent sur la SPIF ne connaissent pas. Donc il faut faire attention. L'autorité ne donne pas la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance. On fait la bibliographie, on sait de quoi on parle. Pour quand les gens posent des questions, on leur répond des bêtises. C'est Riri, Fifi et Loulou font de la science. Hein. Donc on aura tout vu. Maintenant, c'est une autre étape, vous voyez. Et c'est Riri, Fifi, Loulou aussi qui analysent mes études pour dire qu'il n'y a pas de mort il n'y a pas de bénéfice sur la mort dans une étude où il n'y avait aucun mort dans aucun des bras. Ce qui est vrai, il n'y a aucun bénéfice sur la mort, il n'y a pas de mort du tout. Donc tout ça est ridicule. C'est pas très grave, moi personnellement, ça m'indiffère, mais ça montre toute la nécessité qu'il y a à avoir une communication avec des choses qui sont réelles, basées sur le fait que ici on a pris en charge entre 13 000 et 14 000 personnes qu'on a soignées. On a fait 300 000 tests, on a fait des milliers de génomes, on a fait plus de 2500 génomes actuellement, au moment où personne ne pensait que c'était nécessaire. Hein. Donc, globalement, on a des données, et nous, ce que l'on fait, c'est constater les données, c'est diffuser les réponses aux données, arrêter de faire croire que j'ai prédit des choses ou que j'ai dit qu'il se passerait ceci ou cela, parce que c'est pas ma nature. Je commence généralement, quand on me pose une question, par dire je ne sais pas, et après pour dire parmi les hypothèses, ou l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable, c'est celle-là. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants depuis 40 ans. Je ne vais pas changer, à moins de devenir gâteux. Voilà. Merci beaucoup.